Alors, on m'a donné la dure mission de vous parler de l'épidémiologie des syndromes anxio-dépressifs en soins primaires. Pour ma part, je me limiterai à quelques notions. Je vous propose qu'on voyage ensemble dans cet univers et que nous abordions d'abord quelques chiffres, que je vous donne ensuite quelques pistes de critique et puis que nous retenions quelques messages très clairs pour notre pratique. Alors tout d'abord, je n'ai aucun conflit d'intérêt financier avec les auteurs ou les institutions qui vont être cités. Tout d'abord, quelques chiffres. Alors je vous ai choisi de faire un petit peu d'histoire avec cette étude publiée par l'OMS en 1991. Pourquoi cette étude? Tout d'abord parce qu'il s'agit de la première étude d'épidémiologie psychiatrique de grande ampleur internationale sous l'égide de l'OMS qui a été publiée et dont le titre est censé parler des... On pourrait en ce moment parler en tout cas de soins premiers. Alors concernant les résultats descriptifs, concernant la prévalence des troubles, il faut savoir que cette prévalence a été identifiée par des intervieweurs dans les cabinets de consultation et cliniques incluses dans l'étude pour la France, à l'aide du CDPHC, questionnaire validé pour les soins primaires. Alors tout d'abord, remarquons les catégories qui ont été choisies, qui sont celles de la CIM-10, classification internationale des maladies de l'OMS. Vous voyez donc la catégorie dépression, troubles anxieux généralisés, troubles paniques, agoraphobie, dysthymie, somatisation, troubles neurasthéniques, et je vous ai mis aussi l'alcool qui regroupe autant les addictions que les consommations excessives d'après la classification de la CIM. Alors, je voudrais m'arrêter sur la classification somatisation. On peut s'étonner et se demander ce qu'elle contient. Il faut savoir que, par exemple, un patient qui viendrait dans votre consultation en ayant une douleur thoracique, pour lequel vous n'identifiez pas de trouble physique, en tout cas, voilà, pourra être classé par cet intervieweur en trouble somatisation. Alors, regardons maintenant les résultats. Dépression, 14% des interviewés ont donc une dépression au sens de la CIM-10. Troubles anxieux généralisés, 12%. Troubles paniques, 1,7%. Agoraphobie, 2,2%, etc. Somatisation, 1,7%. Alors, on m'a demandé d'intervenir sur les troubles anxio-dépressifs. Un épidémiologiste pourrait donc vous dire, sommons les chiffres indiquant la prévalence sur les catégories que j'ai regroupées en rouge. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette étude, 50% des patients ne présentaient qu'un seul diagnostic ci-dessus. Il faut également savoir que lorsqu'on compare au diagnostic identifié par le médecin généraliste lors de la consultation qui a suivi ce questionnaire dans la salle d'attente, on trouve que seulement 61% des dépressions sont identifiées par le médecin généraliste et 41% des troubles anxieux généralisés. Concernant les données globales, c'est-à-dire sur les 15 pays que contient cette enquête, je vous ai présenté 3 résultats qui ont retenu mon attention. La plainte présentée par le patient. Dans 61%, il s'agit d'une douleur ou d'une plainte somatique. Dans environ 7%, il s'agit d'un symptôme de fatigue ou de sommeil. Et la plainte présentée est uniquement un problème psychologique dans 5%. Concernant la variabilité intersite entre pays, je voulais quand même vous citer ces 2 résultats. Le trouble anxieux généralisé est de 52% à Santiago du Chili et de 7,3% à Shanghai. Pour les troubles dépressifs, 29,5% à Santiago du Chili versus 4% à Shanghai. Il est aussi intéressant de noter que le handicap du patient est ressenti plus gênant s'il est identifié par autoquestionnaire que s'il l'est par l'intervieweur, sauf dans cette étude pour les troubles paniques où c'est l'inverse. Alors, qu'en penser? Je vous vois perplexe. Alors, je vous propose de continuer en écoutant les critiques internes à l'épidémiologie psychiatrique qui a été formulées par Bruno Falissard, un éminent
psychiatre et épidémiologiste français. Tout d'abord, il existe différents modèles théoriques, certains avec une approche syndromique, notamment les derniers DCEM 4 et maintenant 5 dont vous avez entendu parler, des modèles psychodynamiques, des modèles physiopathologiques qui tous font appel à une conception de la santé mentale et plus largement de la maladie particulière. En découlent différentes classifications dont les objectifs sont différents et donc les classifications différentes, DSM, CIM. Il faut savoir que par exemple au départ la CIM a été fabriquée par les épidémiologistes pour compter les causes de décès et les maladies les plus prévalentes. Donc les modalités de classification portent la marque de cette histoire. Les résultats sont également très dépendants de l'intervieweur. Par exemple, dans notre étude sur l'OMS, il a été critiqué par le fait que les intervieweurs surestimaient les phénomènes dépressifs et sous-estimaient certains troubles anxieux. Enfin, le diagnostic est aussi une question sociale, politique. Il y a de nombreux exemples dans l'histoire du DSM, peut-être un qu'on peut relater après la guerre du Vietnam, où pour pouvoir indemniser les vétérans, la nosologie, en tout cas certaines classifications ont été changées de façon à reconnaître le trouble de guerre post-Vietnam et de façon à ce que ces derniers puissent être indemnisés. Pour ma part, j'ai rajouté « et culturel ». L'anthropologie médicale nous l'a longuement appris. Bruno Falissard cite également Canguilhem en disant « Un malade est une personne qui a poussé la porte d'un cabinet du médecin ». Effectivement, pour qu'il y ait pathologie, il faut que quelqu'un la nomme. Et du point de vue du médecin généraliste, que pouvons-nous dire, nous, dans notre expérience quotidienne ? Tout d'abord, en clinique, nous voyons que les patients que nous recevons ont une expression multisyndromique. L'association entre l'anxiété et la dépression est plus que très fréquente. Ensuite, il nous faut souvent plusieurs consultations pour établir un diagnostic, et pour cela, il faut que le patient puisse revenir et veuille revenir. Ensuite, nous voyons tous les jours l'importance des infrasyndromes au sens des classifications que je vous ai proposées précédemment, c'est-à-dire des présentations de symptômes pour lesquels l'intensité ou la durée ne serait pas suffisante pour rentrer dans une classification précédemment citée. Bien sûr, les présentations atypiques, c'est-à-dire dont la porte d'entrée est somatique, lombalgie, douleur thoracique, etc. N'oublions pas aussi que concernant les différences entre pays, nous voyons aussi pour ceux qui ont des consultations avec des patients de cultures différentes que l'expression de la souffrance psychique peut changer en fonction des cultures, des niveaux sociaux et parfois du genre, que l'organisation des soins est différente en fonction des pays, ce qui peut poser des problèmes en termes de comparaison pour les études épidémiologiques, différente en termes de parcours de soins, différentes en termes d'organisation des paramédicaux. On sait très bien que les infirmières anglaises, par exemple, ont des fonctions beaucoup plus importantes qu'en France. Et également en termes de nombre de patients vus par le médecin dans sa journée. Un médecin espagnol ne voit pas du tout le même nombre de patients qu'un médecin français. Et donc, en vient la question de comment sont payés nos médecins, et en tout cas, comment sommes-nous payés ? Alors, regardons maintenant du côté de la médecine générale et des études qui sont menées avec les données courantes de consultation de médecine générale. Vous en avez entendu parler ce matin, je vais donc aller très vite. Echogène, étude transversale, pour lequel 54 internes de niveau 1 ont codé en classification en CIB2, c'est-à-dire classification internationale de santé primaire, et qui ont codé donc 20 613 consultations. Je mettrai un zoom donc sur l'étude à paraître, et je remercie par avance Gladys Ibanez de m'avoir transmis ces données encore non publiées, sur son étude de la prévalence des syndromes anxio-dépressifs. Alors vous voyez que pour le syndrome dépressif, l'étude trouve 6,2%, avec la plus grande majorité dans l'item, la catégorie dépression. Il existe aussi, et je ne vous ai pas donné les chiffres pour plus de compréhension, mais en tout cas avec un chiffre très faible,
de sentiments de dépression, tentative de suicide ou tentative de suicide. Troubles anxieux, 3,5%, avec la majorité du pourcentage regroupé sous la catégorie anxiété, mais existe également sentiments d'anxiété, troubles de stress aigus, troubles somatoformes, une catégorie qui regroupe phobie et TOC, une autre stress post-traumatique et une autre regroupant neurasthénie et burn-out. Alors, que penser de la discordance des résultats entre cette étude ? Ne sommes-nous pas parfois, comme ces marins sur ces pirogues de Kusai, un peu submergés par des données que nous avons du mal à interpréter ? Mais, je vous vois un petit peu rivé sur la diapo, mais est-ce vraiment si discordant que ça ? Est-ce que vous vous rappelez des chiffres de prévalence que je vous ai annoncés tout à l'heure sur l'OMS concernant la dépression ? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle ? Je fais un test. Combien ? Bon, c'est le postprandial, d'accord. 16%. Ouais, presque. Bon, 14, 16%. Rappelez-vous combien, dans l'étude OMS, rappelez-vous le pourcentage de syndrome anxio-dépressif repéré par le médecin traitant lors de sa consultation ? 60. C'est bien, il y en a qui suivent, c'est très bien. Si on fait 61% de 14%. Oh, très bon. 8%. On voit que même avec des catégories très différentes, l'étude de soins primaires trouve un chiffre très proche. Alors, qu'avons-nous appris, en tout cas, avec ce court voyage dans le monde de l'épidémiologie de la santé première ? Que les résultats ne sont interprétables qu'à la lumière de la méthodologie et qu'on peut vous faire avaler des couleuvres. Tout d'abord, les définitions, qu'elles varient en fonction des classifications, la CIM, la CSP, mais aussi des critères d'inclusion et des types de questionnaires. Par exemple, j'ai complètement oublié de vous dire, et c'est fait exprès, que l'étude OMS de 91 a exclu les personnes de plus de 65 ans. Par exemple. Bref, la comparaison entre les études est donc difficile. Que retenir pour notre pratique de médecin généraliste ? Cette approche biomédicale que nous avons ingurgitée pendant nos études médicales, qui mène aujourd'hui à ce que dans la pratique, pour pouvoir les prendre en charge, que nous soyons amenés à catégoriser nos patients. Mais est-ce pas souvent, ou en tout cas, oui, souvent, un frein à leur prise en charge ? N'avons-nous pas à être conscients du rôle de nos représentations ? Et enfin, dernier message, n'oublions pas de questionner le syndrome physique et de prendre le temps de chercher derrière et de démêler la souffrance du patient. Rapide bibliographie pour votre nuit sans sommeil de ce soir que vous trouverez en ligne et merci de votre attention.